Nike vient de commettre l'erreur marketing de l'année. Ou peut-être le coup de génie de la décennie. Just this week, what happened was that Crocs posted an Instagram story on Monday tagging Nike with the caption, "We're living rent-free in your head, huh?" Wild. Wild for Crocs to take a shot at the crown there. So, now in the video, Crocs compares Nike's shoe to their Crocs that are both in pretty much the same color and do have a lot of similarities. And obviously these things bear a pretty striking resemblance to the sneakers that they've been made in order to compete with. Parce que pendant que tout le monde crie au scandale, Nike vient peut-être de valider la stratégie marketing la plus intelligente que j'ai jamais vue. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ce supposé vol de design cache en réalité 3 leçons marketing que tous les entrepreneurs devraient connaître. Et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, les plus grands créateurs de l'histoire étaient en fait des voleurs intelligents. Deuxièmement, Nike n'a pas copié Crocs, mais en fait a appliqué une stratégie que vous pouvez utiliser dès demain. Et troisièmement, comment Crocs a riposté avec un move à 271 millions de dollars que personne n'a vu venir. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce scandale va changer votre façon de voir votre concurrence pour toujours. Donc une question qui est légitime, c'est est-ce que tous les plus grands créateurs sont des voleurs? Et il y a une citation du livre Still Like an Artist d'Austin Kleon qui dit que rien n'est original. C'est-à-dire que même les plus grands créateurs de l'histoire, ils vont choper leur inspiration dans des choses et en fait, on peut rien créer à partant de zéro parce que sinon, en fait, ça serait complètement naze. Et donc je vais vous expliquer pourquoi et comment les Beatles sont devenus des légendes en étant des véritables copieurs. Comme ça, on pourra mieux comprendre un petit peu comment ça s'applique par rapport à Crocs et Nike. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1957-1960, les Beatles, ils commencent, donc c'est juste un groupe de reprises de musique de rock dans les clubs de Liverpool, et tout leur répertoire de musique, c'est 100% des reprises d'Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard, de Buddy Holly. Et à ce moment-là, les Beatles, c'est carrément des copieurs, ils se font pas chier, ils prennent une chanson, ils la recopient, et ils se font comme ça, ils apprennent à se faire connaître au fur et à mesure, donc ils n'ont pas vraiment de style, ils n'ont pas vraiment de différenciation, et ils partent vraiment en copiant-collant ce qui fonctionne à l'époque, et ce qui fait kiffer l'audience. Donc bref, ils se font pas chier, ils décortiquent chaque chanson, ils les copient note à note, et leur première composition, c'est Love Me Do en 1962. Love me do. Donc la leçon qu'on peut tirer des Beatles, c'est que d'abord, vous pouvez copier pour apprendre. Ensuite, les Beatles ont fusionné pour innover. Et enfin, uniquement dans un troisième temps, ils ont ensuite créé leur propre style. Et donc c'est ça, c'est d'abord de copier, ensuite de fusionner et ensuite de créer. Et le pattern commun entre Nike et les Beatles, c'est qu'il y a 4 phases concrètes pour voler, entre guillemets, intelligemment quelque chose pour pouvoir s'en inspirer et pour pouvoir innover dessus. Et donc ça se passe en 4 phases. La première phase, c'est l'observation. Et donc c'est d'identifier ce qui marche chez les leaders, de comprendre les mécanismes sous-jacents et d'analyser pourquoi ça fonctionne. C'est vraiment important de comprendre en profondeur pourquoi. La deuxième phase de Nike et des Beatles, ça va être de déconstruire, donc de décomposer les éléments clés, d'isoler les principes fondamentaux et de séparer le fond de la forme, de comprendre, d'analyser, de décomposer tout ça. La troisième phase, c'est la phase de reconstruction. Donc c'est d'adapter ce qu'on a appris de la déconstruction. Comme une structure en Lego, on a pris toutes les pièces et on a compris un petit peu comment ça fonctionnait. Dans la troisième phase, on va reconstruire et donc adapter ça à notre vision personnelle et donc d'ajouter sa propre innovation. Et la dernière phase, c'est la phase de transformation et c'est là où on crée quelque chose de supérieur et on rend accessible ça à un nouveau public. Donc dans le cas de Nike avec Crocs, ce que Nike il a volé, c'est le concept de la chaussure perforée en mousse. Ils ont également volé le marché donc de faire des chaussures qui sont confortables, casual, donc des chaussures qu'on peut utiliser tous les jours. Et ils ont repris le concept des ugly shoes, donc des chaussures qui sont moches, qui étaient en train de devenir tendance. Mais par contre, là où Nike a apporté une véritable transformation, c'est d'apporter une nouvelle technologie. Donc la React X Foam, c'est une sorte de mousse qui est différente, qui est plus, on va dire, agréable, plus confortable. De changer également le positionnement. Au lieu d'être en mode vraiment pure chaussure pour se poser et être peinard et être tranquille à la maison, ils ont mis ça un peu avec un positionnement plus sport. Et au lieu de s'adresser à une audience qui a plus 30, 40, 50 ans, ils sont adressés plutôt à des jeunes qui ont 18, 20, 30 ans, qui cherchent la performance, qui cherchent à être un peu stylés. Et donc le résultat, c'est que les deux marques, elles peuvent coexister ensemble, elles peuvent prospérer. Et d'un côté, il y a Nike qui pousse Crocs à innover parce que ils ont copié certaines parties, et de l'autre côté, ça a élargi le marché parce que ça a démocratisé une chaussure méga confortable. Et donc c'est là toute la différence entre copier et s'inspirer intelligemment. Mais alors pourquoi Nike a choisi ce moment pour voler Crocs ?
En 2024, la marque de chaussures la plus moche au monde valait 4,1 milliards de dollars. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2019, Crocs, il était au bord de la faillite, leurs actions, elles valaient à peine 1 dollar, mais en 2024, ils ont atteint des records de revenus et ils ont atteint 4,1 milliards de dollars. Pourquoi ça a fonctionné si bien? Parce qu'ils ont réussi à toucher une nouvelle audience qui était la Gen Z, et entre 2020 et 2024, c'était plus de 150% des ventes qui ciblaient les 16-24 ans. Et sur TikTok, le hashtag Crocs, il a atteint 8,2 milliards de vues, alors que le hashtag Nike, il représentait que 6,8 milliards de vues. Donc, Nike s'est dit, putain, il y a une opportunité là, il y a les gens, ils sont en train de kiffer les chaussures moches, et en fait, il y avait une sorte de changement de perception dans le marché des, ce qu'on appelle les ugly shoes, et ces chaussures moches étaient en train de devenir véritablement tendance. Et donc, il y a eu 3 phases de changement dans la perception de ces chaussures moches. Donc, entre 2002 et 2015, c'était la phase de rejet total. En 2010, le Time Magazine, il disait que Crocs, ça faisait partie des 50 pires inventions de tous les temps. Et la perception de ces chaussures-là, c'était des chaussures de jardinier, c'était vraiment des chaussures moches. Il y avait plein de mèmes sur Internet, des gens qui se moquaient des Crocs parce que vraiment, c'était des chaussures hideuses qui n'arrivaient pas à toucher qui que ce soit. Mais ensuite, en 2016, il y a une sorte de transition. Parce qu'il y a des célébrités qui ont commencé à porter ces chaussures-là, notamment Ariana Grande, Nicki Minaj qui portaient des Crocs. Et du coup, les chaussures étaient tellement moches que ça a fait un buzz inversé et les gens se disaient c'est tellement moche que ça en devient cool. Et donc là, il y a un mouvement qui a commencé à se créer, c'était le mouvement des ugly fashion. Et donc, il y a eu une sorte de bug un peu, je sais pas trop comment expliquer, dans la matrice, où ils ont décidé de faire une collaboration entre Balenciaga et Crocs, et ça a donné des chaussures à 850 $. Et donc tout le monde se foutait de leur gueule sur internet, donc ça a fait un véritable buzz. Les stocks ont été épuisés en moins de 48 heures et c'est là où a commencé l'ascension de Crocs. Ce qui nous emmène à la phase numéro 3. En 2020, il y a eu une véritable explosion des Crocs et c'est là où en fait les Crocs ont été acceptés totalement par le grand public. Et donc à la Fashion Week, il y avait des gens qui défilaient en Crocs aux côtés des marques de luxe. Donc par exemple, il y avait Emma Chamberlain, il y avait James Charles qui montrait, on va dire, à quel point les Crocs étaient super confortables. Et donc dans le Vogue de 2023, il y a une citation qui a vraiment fait scandale et c'était la phrase « Le confort est le nouveau luxe ». Et donc l'impact que ça a eu sur Nike, c'est qu'ils ne pouvaient plus ignorer le fait que cette marque était en pleine explosion, que le marché des chaussures vraiment hyper confortables, eh bien ça fonctionnait vraiment bien. Ils ont été obligés de se secouer et de se bouger le cul parce que Crocs, il était en train de grignoter des parts du terrain de Nike. Et du coup, la Gen Z a commencé à préférer porter des Crocs plutôt que de porter des Air Force One. Et donc, leur revenu était en train de baisser dangereusement parce que les gens voulaient avoir des chaussures moches et des chaussures confortables plutôt que d'avoir des chaussures stylées. Donc en 2023, Nike observe la montée en flèche des ventes de Crocs et la prise de conscience, c'est que le confort, c'est plus opposé au style. Et donc ils ont pris une décision stratégique, c'est que si tu peux pas les battre, eh bien inspire-toi d'eux parce que le marché a toujours raison. Et donc si le marché veut avoir des chaussures moches, eh bien il faut qu'on produise des chaussures moches, il faut qu'on s'inspire de ce qui fonctionne. Et donc pour réagir à ça, Nike a sorti la chaussure React X Rejuven 8 qui était une réponse directe au succès de Crocs. Et le message implicite, c'était nous aussi on peut faire des chaussures qui sont moches mais qui sont hyper confortables, mais un petit peu plus stylées quand même. Et leur objectif, c'était de récupérer des consommateurs qui auraient pu potentiellement acheter des Crocs, mais comme ils connaissaient Nike, en fait, c'était le meilleur des deux mondes. Mais la question qui vient maintenant, c'est comment est-ce que Nike, il peut transformer cette copie en avantage? Et c'est quoi la vraie stratégie de Nike derrière tout ça? Donc il y a un truc un peu paradoxal, c'est que Nike a décidé de copier une marque de chaussures un peu moche, casual, pour vraiment chiller, mais eux, ils veulent garder leur côté premium. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien c'est là que le mécanisme de la stratégie du Blue Ocean rentre en jeu, et donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc le principe fondamental de l'océan rouge et de l'océan bleu, c'est que l'océan rouge, ça représente la concurrence directe, c'est la guerre des prix, on est en train de se copier à l'identique. Donc sur l'axe vertical, ça représente la concurrence. Et sur l'axe horizontal, ça représente les facteurs concurrentiels. Par exemple, Crocs, ils se battaient sur le prix, ils se battaient sur le confort, ils se battaient sur le style. Donc si on regarde à quoi ça correspond, c'est-à-dire que là, Crocs, ils avaient un prix qui était, on va dire, à peu près normal, pas trop cher, confortable, c'était super confortable, donc ils se démarquaient clairement de la concurrence par rapport à, je sais pas moi, d'autres types de chaussures. Par contre, leur style, il était super moche et donc du coup c'était une manière de se différencier par rapport à peut-être si je prends une marque de chaussures, peut-être je sais pas moi, des Adidas normales, peut-être que le prix il est à peu près similaire. Par contre, le confort, il est pas ouf et le style, il est beaucoup mieux. Donc en fait, c'était une manière de faire un peu l'inverse de ce que la majorité des gens font. Et donc, quand Nike ils sont arrivés, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour se démarquer dans tout ça? Et donc, ils ont dit, voilà, nous, notre manière de se démarquer, on va essayer de trouver un océan bleu, d'essayer de trouver quelque chose que les gens n'ont pas encore fait. Et donc, le prix, déjà, on va mettre quelque chose d'un peu plus cher parce qu'on a envie d'être un peu plus premium. Ensuite, au niveau du confort, on va s'inspirer, on va copier, on va dire ce que Crocs propose. Le style, eh bien, peut-être que de toute façon, on peut pas faire mieux. Enfin, pour le moment, c'est moche, c'est pareil. Donc, on va peut-être s'inspirer de ça.
Par contre, sur quel facteur est-ce que nous, on peut se différencier? Et donc, ils ont décidé de se positionner sur le prestige, d'avoir une marque qui est un peu plus premium. C'est un axe que Crocs n'avait pas pris, donc là, le prestige. Et aussi, autre chose, ça a été de se différencier sur la performance, de se dire, bah nous, en fait, on va axer ça sur le truc sportif. Donc, en fait, on va faire des chaussures. Peut-être qu'elles sont moches, peut-être qu'elles sont ultra confortables, peut-être qu'elles n'ont pas de style. Par contre, ça va être des chaussures avec un angle prestigieux et aussi qui va être destiné aux sportifs. Et donc, le prix va être un peu plus élevé, etc. Et donc, ça a permis de se différencier de Crocs qui, peut-être, en fait, en termes de sport, ils sont mauvais et en termes de prestige, ils sont pas bons. Ça leur a permis de trouver un angle, une différenciation auquel Crocs et les autres concurrents n'avaient pas encore joué sur cet angle-là. Donc, en fait, quand tous les concurrents se battent sur le même angle, eh bien, en fait, c'est de trouver un angle, de se faufiler là où, en fait, les gens n'ont pas encore cherché, n'ont pas encore attaqué cet angle-là. Et donc, c'est ça que Nike a fait. Donc, au lieu d'être en concurrence directe et de se battre sur la guerre des prix, de copier à l'identique ce que tout le monde fait, en fait, ils ont décidé de créer un nouveau segment, de trouver quelque chose où on peut coexister de manière profitable. Et donc, ça a été de transformer un océan rouge en océan bleu. Et donc, l'application concrète, c'est qu'en fait, tout ce qui est en rouge, c'est un océan saturé. Donc là, il y a déjà trop de gens. Et ce qui est en bleu, c'est un océan qui est nouveau. Et donc, ça a été de se concentrer sur des chaussures confortables, mais destinées à la performance. Et le résultat, c'est que les deux marches, elles peuvent coexister parce qu'il y a deux marchés qui sont différents. Et donc, c'est ça le génie de se repositionner. C'est que, en fait, on s'adresse au même besoin fondamental d'avoir des chaussures confortables pour nos pieds. Mais la différence fondamentale, c'est que d'un côté, c'est des chaussures qui sont plutôt casual, qui sont plutôt là pour tous les jours. Et de l'autre côté, c'est des chaussures plutôt qui s'adressent aux sportifs. Donc, Nike, il n'a pas juste copié le produit, mais il a copié le concept et il l'a amélioré. Et donc nous, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette guerre? Donc la leçon marketing fondamentale, c'est qu'il faut jamais copier à l'identique quelque chose qui existe déjà. Vous pouvez vous en inspirer, mais il faut toujours chercher à repositionner d'une manière différente parce que si vous prenez exactement quelque chose qui fonctionne déjà, bah en fait, si ça fonctionne chez quelqu'un, ça va pas fonctionner pour vous parce qu'il vous faut un angle unique. Et donc, la deuxième leçon, c'est de trouver votre angle unique. Donc, vous pouvez par exemple partir d'un même besoin, mais chercher un contexte différent. Est-ce que vous pouvez trouver un problème différent? Est-ce que vous pouvez trouver une solution différente? Est-ce que vous pouvez trouver un mécanisme différent? Est-ce que vous pouvez trouver une audience cible plus nichée? En fait, c'est toujours de trouver quelque chose qui fonctionne déjà, mais avec un angle différent. Et la troisième leçon, c'est de créer votre légitimité, peut-être en apportant une innovation, peut-être en apportant une amélioration, peut-être en vous spécialisant. Donc, si on prend un exemple un peu spécifique, donc si par exemple vous êtes un coach business par exemple, eh bien vous pouvez vous inspirer d'une formation d'un concurrent qui fonctionne. Par exemple, un concurrent aux États-Unis, un concurrent américain, anglophone, espagnol, chinois, j'en sais rien, mais en tout cas de n'importe quelle nationalité, si possible autre que la France. Et ensuite de chercher à repositionner le même contenu, mais par exemple pour une autre niche. Donc si par exemple vous voyez qu'il y a un business de marketing pour les thérapeutes qui cartonne, peut-être que vous pourriez voir, est-ce que je pourrais faire du marketing pour les avocats? Est-ce que le même type de système pourrait fonctionner pour des plombiers ou pour des commerçants? Donc l'objectif, c'est de voir ce qui fonctionne, mais ensuite de chercher une différenciation, un angle unique, une méthode unique. Peut-être que ça va être votre garantie, peut-être que ça va être un format innovant. Et c'est la même chose, par exemple, si vous êtes créateur de contenu ou si vous êtes entrepreneur et que vous postez du contenu, bah en fait, vous pouvez chercher un format qui fonctionne chez un concurrent. Ça peut être dans d'autres niches également. Et ensuite de chercher à repositionner peut-être le même format, mais pour une audience différente. Peut-être qu'un format d'analyse, peut-être un format où il y a des mind maps, peut-être que ça fonctionnerait pour une autre audience. Et donc l'objectif, c'est de chercher encore une fois à prendre quelque chose qui fonctionne, mais ensuite à vous différencier avec un angle unique. Et donc peut-être en partant de votre expertise unique, peut-être en partant de votre personal brand, peut-être en partant de vous, vous allez trouver quelque chose qui colle par rapport à vous parce que vous êtes unique. Et peut-être qu'en croisant une expertise sur les finances et que vous connaissez particulièrement bien des e-com, par exemple des entreprises de e-commerce, eh bien vous pourrez proposer, bah voilà, j'aide les entreprises en e-com à gérer leurs finances. C'est peut-être pas l'angle parfait, mais en tout cas, c'est une manière de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce scandale entre Nike et Crocs? La première leçon, c'est l'inspiration intelligente. Donc, vous pouvez analyser les leaders de votre niche, voir ce qui fonctionne, identifier, on va dire, les différents éléments et ensuite l'adapter à votre vision unique. La deuxième leçon, c'est qu'il y a un timing stratégique. Comme vous avez vu, Crocs, au début des années 2000, ils étaient en véritable faillite et Nike s'est pas lancé à ce moment-là. Il a attendu que le marché soit validé pour se lancer. Donc vous, c'est pareil. Vous devez attendre que votre marché il soit frais, que ce soit le bon moment et en fait d'entrer avec une approche différenciée au bon moment et de capitaliser sur quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Par exemple, si on se lance sur les agents IA en 2025, c'est quelque chose qui cartonne aujourd'hui. Donc autant surfer sur les tendances en fait. Et la troisième leçon, c'est que l'exécution fait la différence parce que des très bonnes idées, il y en a partout. Mais c'est la manière d'exécuter cette idée qui va faire la différence. Donc une même idée qui est exécutée différemment, ça va tout changer. Et votre audience, c'est pas forcément la même, mais comme le dit Austin Kleon dans son livre Still Like an Artist, volez ce qui résonne avec votre inspiration et ensuite adaptez-le par rapport à vous, tout simplement. Mais du coup, Crocs n'est pas resté les bras croisés. Aujourd'hui, Crocs gagne
271 millions avec des petits pins. Et donc finalement, ils ont décidé de se démarquer en créant ce qu'ils appellent des Jibbitz. Et donc les chiffres, c'est qu'en fait, avant, quand ils vendaient des chaussures, c'était des chaussures qui étaient super durables et que les gens, ils les rachetaient pas tout de suite. Et donc il fallait qu'ils trouvent un moyen d'innover. Et donc aujourd'hui, les Jibbitz, c'est les petits pins que vous pouvez mettre sur vos chaussures. Ça fonctionne super bien dans plein de pays. Ça représente aujourd'hui 8% de leur CA total. Et donc il y a 75% des clients qui viennent chez eux et qui repartent en achetant des pins. Et leur stratégie, c'est que non seulement on va acheter des chaussures une fois, mais ensuite il y a une stratégie d'upsell. Donc upsell, c'est-à-dire de vendre quelque chose d'autre une fois que tu as acheté la chaussure. Et ce petit pin, cela, il coûte quand même 15 balles. Et en fait, ils les vendent à l'unité. Donc quand on achètes un, il faut que tu en achètes un deuxième. Ça te fait remonter la note à 30 balles, alors que tes chaussures, tu les as peut-être payées 60 balles. Donc ça te fait augmenter le panier moyen de 33%. Et en plus, c'est des choses que tu peux personnaliser et changer en permanence. Donc la leçon pour les entrepreneurs, c'est qu'il ne faut pas chercher forcément à se battre sur le même terrain, mais en fait, c'est toujours de chercher à innover, de créer une sorte d'écosystème de monétisation, et que quand vous vendez une offre et que ça fonctionne bien, eh bien vous pouvez quand même revendre d'autres choses à votre audience ou à vos clients actuels, et peut-être de vendre quelque chose de manière récurrente en plus de votre modèle actuel pour pouvoir continuer de générer des revenus avec votre audience actuelle. Si vous avez une toute petite audience, des fois, vous pourriez vous dire, bon ben voilà, j'ai saturé mon audience, maintenant en fait, vous pouvez revendre à cette audience-là en proposant d'autres offres qui pourraient être récurrentes. Donc pendant toute cette vidéo, on a parlé de Nike et de Crocs, mais en réalité, les vrais gagnants de cette histoire, c'est nous les consommateurs. Parce que regardez ce qui s'est passé. Crocs stagnait avant 2020. Nike, ils innovaient plus vraiment dans le confort parce qu'ils avaient plus d'idées, et les consommateurs, ils avaient le choix entre deux options. Soit c'était des chaussures qui étaient vraiment moches mais qui étaient confortables avec les Crocs, soit c'était des chaussures qui étaient belles mais pas vraiment confortables avec les Nike. Et puis finalement, Nike a décidé de copier Crocs, et soudain, il y a des nouveaux marchés qui sont ouverts. Donc il y a Crocs qui a décidé d'innover avec les Jibbitz et les collaborations et les nouvelles matières et toutes ces choses-là. Et Nike qui a décidé de créer ces fameuses chaussures, les React X, qui développent des chaussures qui sont confortables et en même temps un peu plus stylées. Et donc maintenant, les consommateurs, ils ont plus de choix, ils ont plein d'options. Ils peuvent choisir d'avoir du confort et d'avoir du style. Donc la leçon, c'est que parfois, la copie intelligente, ça va pas forcément tuer la concurrence, mais ça va la forcer à se dépasser. Et au final, c'est tout le marché qui en profite. Alors la prochaine fois que vous voyez un concurrent qui s'inspire de vous, pétez pas un câble, ne vous énervez pas, mais au final, remerciez-le, et il vient peut-être de vous forcer à devenir meilleur.